Le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône vous présente sa demi-heure radioactive de contre-propagande sur le nucléaire. Vous êtes bien sur Radio Galère dans la demi-heure radioactive, émission animée par le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône, les 2e et 4e mardis du mois en direct à 14h15. Nous considérons que nous sommes tous et toutes les cobayes de l'industrie nucléaire et que nous sommes tous et toutes les victimes potentielles d'une prochaine catastrophe. Et c'est pourquoi nous pensons que nous n'avons pas d'autre choix que de s'informer et d'agir. C'est ce que nous nous efforçons de faire ici. Notre précédente émission avait pour titre « Zéro mort à Fukushima ». Alors on reprenait une affirmation de Jean-Claude Artus, qui est professeur émérite à la faculté de médecine, une affirmation qu'il faisait dans une lettre ouverte qu'il adressait au journal Le Monde en 2015. Je vous la cite : « La mise à mal des réacteurs nucléaires de Fukushima n'a pas fait un seul mort dû aux radiations ». Alors cette affirmation sans fondement, mais portant caution scientifique, puisque prononcée par un médecin, fait partie de la panoplie utilisée par les nucléocrates pour nous expliquer que, non, décidément, il ne s'est rien passé de grave à Fukushima, ni d'ailleurs à Tchernobyl, ni à Mayak. Dans cette émission, on va continuer, nous, ici, sur Radio Galère, à dire ce qui s'est passé à Fukushima et ce qui s'y passe encore. Car bien entendu, et contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, 6 ans après le début de la catastrophe nucléaire de mars 2011, la situation est toujours catastrophique sur le terrain. Pour en parler avec nous aujourd'hui et en direct du Japon, notre invitée est Cécile Asanuma-Brice. Cécile Asanuma-Brice est chercheure associée au centre de recherche de la maison franco-japonaise de Tokyo et adjointe au bureau Asie du Nord du CNRS, et elle est spécialisée en sociologie urbaine. Bonjour Cécile, merci d'être avec nous sur Radio Galère. Bonjour. Alors, avant de comprendre avec toi comment 6 ans plus tard, les nucléocrates appliquent de nombreux outils pour banaliser la situation et tenter de faire croire à un retour à la normale dans les zones avoisinant la centrale de Fukushima Daiichi. Moi, j'aimerais bien qu'on se rende compte un peu, qu'on replace ça dans le contexte et qu'on se rende compte de la situation techniquement, ce qui est en train de se passer à la centrale de Fukushima. Et des dangers réels auxquels les populations sont soumises aujourd'hui et puis pour malheureusement encore très longtemps. Alors, il y a plein de choses Bon, alors, déjà, en janvier dernier, on a vu circuler des articles et des photos de l'intérieur du réacteur numéro 2 de Fukushima. C'était des photos prises par un robot qui a mesuré aussi le taux de radioactivité à l'intérieur du réacteur. Et puis, comme on pouvait s'en douter, c'est sans appel. Il y a vraiment des choses qui se passent encore à l'intérieur de ce réacteur-là et très certainement de 2 autres. Je sais que tu n'es pas spécialiste dans ce sujet. Il y a un très très bon article qui vient de paraître dans le journal de la CRIRAD. Je vais dire quelques extraits. Mais est-ce que tu veux nous dire peut-être comment ça a été médiatisé au Japon, ce que tu en sais, toi, de ce qui se passe là dans ces réacteurs ? Alors, il se trouve que pour moi, ce qui m'a plus interloqué, c'est le fait que l'on soit surpris de ce qu'on ait retrouvé, puisque l'année dernière, le directeur de TEPCO en personne nous avait déjà annoncé qu'a priori, on ne savait plus où étaient les cœurs. Donc là, ils ont envoyé ce qu'on a appelé un robot Scorpion, qui a cessé de marcher d'ailleurs quelques heures après sa pénétration auprès des cœurs. Et comme on a découvert un petit bout du corium qui restait, forcément, le taux était extrêmement élevé, rien de surprenant à ça. Donc, ça atteignait des taux de 650 sieverts. Cela dit, ce qui m'a, moi, le plus choqué dans les articles que j'ai pu lire, des articles en français, parus dans les journaux français,
c'est que on criait un peu à la catastrophe en disant, vous vous rendez compte, on a mesuré des taux de 650 sieverts, alors que le taux retenu au-delà desquels il y aurait des conséquences sanitaires est de 100 millisieverts. Or, c'est sur ce point, moi, que j'aimerais revenir, parce que ce taux de 100 millisieverts est une aberration épidémiologique que de nombreux médecins ont essayé de contrer, mais que la volonté politique cherche à imposer depuis 2013 maintenant, puisque je vous rappelle que c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à développer une énorme politique de communication pour le retour, notamment dans la zone, l'ancienne zone d'évacuation, qui est déjà en partie réouverte et qui va se réouvrir de plus en plus à partir de mars de cette année, comme ça avait été prévu, simplement sur des bases politiques, je le répète, pas sur des bases sanitaires. Et donc, cette norme de 100 millisieverts est maintenant un peu partout la norme que l'on cite est notamment présente sur la homepage de l'IRSN où l'on dit de façon très diplomatique que l'on n'a pas prouvé de conséquences sanitaires en deçà de ce taux. Or, il se trouve que, je vous le rappelle, une étude d'une cohorte considérable de plus de 308 000 travailleurs de centrales nucléaires qui ont été sélectionnés un peu dans le monde entier, une étude qui s'appelle INWORKS, a été réalisée et publiée en juin 2015 dans un journal scientifique qui s'appelle Lancet et qui prouve très spécifiquement le fait qu'en deçà de 100 millisieverts, il y a des conséquences sanitaires et il y a un accroissement majeur, notamment du taux de leucémie et d'autres cancers. Donc là, ce que l'on voit, c'est que la volonté politique ne s'appuie sur aucune base scientifique et malheureusement, elle a des conséquences extrêmement graves puisqu'elle permet, je le disais, la réouverture de la zone d'évacuation dans une zone où finalement elle ne se justifie absolument pas, puisque je vous le rappelle que Fukushima, c'est tout de même la campagne et que comme toutes les campagnes des pays industrialisés, elle était déjà dans la spirale de la dépopulation. Et donc, il est très, très étonnant que toutes les institutions internationales, que ce soit l'AIEA, donc l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'IRSN qu'on connaît bien en France, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, ou bien le CEPN, le Centre d'études sur l'évaluation de la protection dans le domaine du nucléaire, s'acharnent pour faire revenir la population dans ces contrées alors contre la volonté même de cette population. Alors, je voudrais juste repréciser un certain nombre de chiffres là que tu as donnés pour qu'on comprenne bien. Le taux de radioactivité dont tu parlais qui sont dans les corium. Le corium, c'est cette espèce de masse de combustible nucléaire en fusion. C'est extrêmement radioactif. Les taux de radioactivité sont, les sources divergent, mais disons que c'est autour de 600 sieverts par heure. Et quand on parle de doses soi-disant admissibles de radioactivité auxquelles la population pourrait être soumise, on est dans les millisieverts par an. Donc oui. on voit que entre 540 ou 600 sieverts par heure et 1 millisievert, ça c'est la dose acceptée en France, 1 millisievert par an, on peut voir vraiment l'écart. C'est-à-dire que là, à l'intérieur du corium, ça chauffe. Je voulais juste repréciser ça, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur... Il n'y a pas d'ambiguïté, mais normalement, la centrale nucléaire, elle est faite pour que ce corium ne s'en aille pas à l'extérieur. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, si on tient ce discours-là, c'est un petit peu dangereux dans le sens où les personnes qui défendent cette énergie
sont pour une sécurité absolue et affirment le fait qu'on peut réussir à avoir une sécurité absolue. Et donc, évidemment, dans leur esprit, il n'est pas question de voir se balader le corium donc à des taux de 646 verres par heure dans l'environnement. Ça veut simplement ça veut simplement dire que quand on nous raconte qu'on va pouvoir démanteler Fukushima en 20 ans, ce sont des bobards absolus, puisque personne ne peut évidemment s'approcher d'un tel volcan. Hein. Effectivement. Voilà. Et après, dans tous les, j'aimerais bien peut-être que tu nous expliques aussi ce qui se passe au niveau de la soi-disant décontamination. On en est où là de cette histoire de décontaminer 2400 km² autour de la centrale? Alors, la décontamination, elle a atteint un summum, c'est-à-dire qu'on est peut-être je me trompe dans les chiffres parce que ça a tellement cru qu'on est dans plus de 100 000 entrepôts répartis un petit peu partout. Et puis finalement, on sait tellement plus quoi faire de ces sacs poubelles en partie déchirés, ça je l'avais écrit à maintes reprises, bien sûr. Le contenu de ces sacs poubelles s'en va au gré des vents, etc. En plus, ils sont entreposés en bord de côte, donc ils attendent le prochain tsunami pour être de nouveau répartis sur le continent. Bref, on ne sait plus quoi en faire. Donc finalement, le gouvernement a décidé de réutiliser tous ces déchets contaminés en deçà de 8000 becquerels par kilo pour remblayer les chemins, pour le fondre dans du bitume, pour faire des routes, etc., etc. Donc le répartir un petit peu partout dans le pays. C'est ce qui s'appelle joliment la dilution. C'est la dilution. Alors, je vous rappelle, cela dit, qu'on a eu la même chose en France. La CRIRAD, l'année dernière, au mois d'avril dernier, a fait un petit documentaire sur ce point autour des mines d'uranium qui sont toujours gérées par Areva, même si elles sont fermées. On a remblayé des bouts de terrain avec les déchets issus de ces mines. Et donc, autant vous dire qu'on a là aussi des taux tout à fait explosifs. Donc, moi, plus j'avance sur cette question de Fukushima, plus je m'aperçois que finalement, on est peut-être plus en sécurité au Japon qu'en France, parce qu'en France, on nous parle très peu des dangers qu'il peut y avoir. Finalement, même si la CRIRAD en parle, ça reste enclos dans l'univers de ceux qu'on appelle les activistes, et puis ça passe rarement la barre, et c'est fort dommage. Nous sommes bien d'accord, c'est pour ça qu'on essaye d'en parler ici. Voilà, donc on a ce danger bien présent, mais tu fais bien de le rappeler, on vit tous sur des catastrophes potentielles. On a 58 réacteurs en France, donc on est à l'abri de rien du tout. Simplement là-bas, à Fukushima, ça a explosé. C'est vraiment la catastrophe est arrivée. Alors ce qui est intéressant maintenant, c'est de voir effectivement que dans l'objectif des Jeux Olympiques de 2020, par exemple, au hasard, et pour encourager la poursuite des programmes nucléaires dans le monde, on essaye évidemment de banaliser la situation et de faire croire à un retour à la normale. Et ça, je crois que tu reviens d'Itate, là, qui est une petite ville à côté de Fukushima, et peut-être tu peux nous parler de ça, de la situation là-bas, de ce qui s'y passe. Oui, alors c'est toujours assez dramatique parce que 6 ans après, les habitants d'Itate ont toujours du mal à parler de la situation sans avoir les larmes qui leur viennent aux yeux, parce que d'abord, ils sont, vous vous en doutez, totalement oubliés du monde entier. Donc, on va réouvrir leur village dans quelques jours. Réouvrir le village, ça veut dire que donc, toutes les personnes qui étaient réfugiées et qui avaient leur loyer payé en partie par le gouvernement, vont voir ces subventions suspendues.
Par ailleurs, les personnes qui se trouvaient dans les logements provisoires se sont vues proposer des logements publics. Je vous rappelle que la plupart d'entre eux étaient donc des paysans qui vivaient dans un environnement assez merveilleux et puis ouvert, certainement pas en appartement. Donc brutalement, ces gens, on leur propose un logement public, mais bien sûr, il va falloir qu'ils en assument le loyer. Or, ils étaient propriétaires en général de leur ferme, donc ils sont dans l'incapacité totale de pouvoir continuer à payer un loyer. Par ailleurs, c'est des gens souvent âgés, hein, donc autant vous dire qu'ils sont dans l'impossibilité de pouvoir retrouver un emploi. Et la situation est vraiment catastrophique. Là, pour le coup, s'il y a une vraie catastrophe, et il y en a oui. Une autre catastrophe, c'est celle-ci, c'est-à-dire que ce sont des gens, ce sont des personnes âgées qui se suicident. Oui, vous avez fini votre vie, et puis tout ce qu'ils ont accompli dans leur vie s'achève. Ils n'y voient plus d'issue. Et la raison pour laquelle ils n'y voient plus d'issue, c'est principalement justement parce qu'on leur a fait croire pendant ces 6 années à un retour possible. Et donc, ils ont été dans l'impossibilité de prendre une décision et de se réinstaller véritablement ailleurs. Donc, la plupart d'entre eux ont commencé à louer un appartement en ville, s'ils se sont sentis extrêmement seuls, puisque c'était des personnes qui vivaient souvent à 2, 3, voire 4 générations sous le même toit. Les enfants, les petits-enfants sont partis, ont trouvé un travail ailleurs et eux se retrouvent plus ou moins abandonnés dans leur logement. Certains d'entre eux retournent voir leur ferme pour savoir si vraiment ils pourront y habiter de nouveau. Et là, ce qu'ils voient, c'est des terrains qui ont été donc décontaminés, c'est-à-dire donc avec des sacs poubelles partout. Tout a été arraché. Les maisons sont dans un état, je vous rappelle que les maisons japonaises sont principalement construites avec des végétaux, du bois, des tatamis, donc on pourrit. De toute façon, il n'y a plus aucun commerce qui marche autour, donc plus aucune entreprise capable de pouvoir réparer les logements pour ceux qui auraient les moyens de pouvoir le faire. Et puis les enfants ne veulent pas rentrer, surtout s'ils ont eux-mêmes des petits-enfants, sur des terrains qui sont encore extrêmement contaminés, parce que même si ça a baissé, et ça a baissé, le taux a baissé, c'est vrai, mais on est quand même à des taux qui sont à 30 voire 40 fois plus que le taux qui était le taux qui était présent avant l'accident. Donc, ces personnes âgées tentent parfois un retour. Celles qui sont retournées tombent rapidement dans une situation de dépression profonde, d'isolement extrême. Il y a une émission qui est passée sur la NHK, comme quoi j'ai le sentiment qu'on nous cache moins des informations que la France. J'ai ce sentiment-là depuis le début, depuis 2011, mais ça continue. Et qui montrait une association qui se charge de recueillir les appels téléphoniques des personnes en détresse et qui expliquait que les 3/4 des appels qu'ils reçoivent maintenant sont des appels de personnes de Fukushima qui se sentent extrêmement isolées et qui appellent en aide parce qu'elles ne pensent qu'au suicide chaque jour. Et cette situation, cela dit, a été annoncée. On en a parlé l'année dernière. Il y a eu une grosse étude qui a été faite par un professeur de l'université de Waseda, qui est directeur d'un laboratoire sur les conséquences psychologiques des catastrophes, qui a travaillé sur la situation à Fukushima et qui avait observé le fait que la plupart des personnes qui s'étaient réfugiées étaient atteintes d'un PTSD, c'est donc post-traumatic disorder, donc un traumatisme nerveux suite à une situation de catastrophe. Et donc, il témoignait du fait que ces personnes, si on les contraignait au retour sur le territoire où elles ont suivi leur traumatisme, alors que ce territoire n'est toujours pas stable, on était à peu près sûr d'avoir une explosion de suicides dans les mois à venir. Et là, on y est.
Ça y est, donc ça a été annoncé, mais je veux dire, on a à peu près tout annoncé depuis le début. Hein. Ouais. Ça sert à peu près à rien, puisque de toute façon, les politiques ferment les écoutilles et continuent. C'est une espèce d'énorme rouleau compresseur comme ça qui avance et rien n'y fait. Donc, enfin, c'est ça qui est absolument désespérant dans ce qui se passe aujourd'hui. Donc, à Itate, on a eu le témoignage justement d'une personne qui disait nous, nos petits-enfants, on ne veut pas qu'ils rentrent maintenant. Donc ça veut dire que de toute façon dans les écoles il y a un nombre infime d'enfants, donc on les regroupe par classe et de toute façon ils sont tellement peu nombreux qu'il n'y a plus de ramassage scolaire. Enfin bon bref, c'est plus rien ne fonctionne pour avoir une vie sociale comme elle devrait l'être. Par ailleurs, il nous disait mais comment voulez-vous qu'on vive ici? Alors oui, on peut retourner vivre ici, mais alors ce qu'on nous dit, c'est qu'il faut juste qu'on ne s'approche pas des hotspots, qu'on n'aille pas près de la rivière, qu'on n'aille pas se balader en montagne. Donc où voulez-vous qu'on aille? C'était le témoignage de ces personnes qui finalement disaient bien sûr, on souhaite revenir un jour, mais certainement pas maintenant. Et dans ce contexte, on a vu arriver, hein, on en a parlé très souvent dans cette émission, mais on a vu arriver les experts, et en particulier les experts français, pour ouvrir des séances appelées des séances de dialogue avec la population. Et il y a tout ce pan d'implication des gens, des habitants, dans leur propre... je ne sais même plus comment appeler ça, mais peut-être tu peux nous rappeler ce que c'était ces dialogues-là. Oui, alors ce programme, ces dialogues ont été organisés par un programme qu'on a appelé Ethos, hein, qui était un programme qui a été mis en place durant Tchernobyl, à la tête duquel se trouve... donc maintenant, ils sont plusieurs acteurs à gérer ça. Hein, c'est loin d'être uniquement citoyen. L'IRSN est bien impliqué dans cette organisation, le CEPN aussi. Et notamment Jacques Lochard qui en est à la tête. Donc, il se trouve que je suis allée à un de leurs workshops il n'y a pas très longtemps non plus. Alors, dans le plus grand cynisme, ce workshop, cette fois, avait lieu à l'université de Hiroshima. Ah, oui. Bonne idée. Donc, on avait une personne qui se disait être la première à avoir créé un centre citoyen pour la mesure de l'environnement, etc., alors qu'ils ont été bien tardifs dans les faits. Certes, il y a eu des réseaux de citoyens qui se sont créés très rapidement, mais qui ne font pas du tout partie de ce programme Ethos. Et dans un premier temps, la mesure citoyenne avait pour but de montrer l'invisible, et donc de montrer combien les taux étaient élevés, et par là même de justifier, cette fois d'une façon plus législative, la nécessité du refuge. Or, Ethos a retourné la chose dans l'autre sens, c'est-à-dire il faut utiliser les citoyens pour aider à la cogestion de la catastrophe nucléaire. Donc, ils partent du principe, si vous voulez, l'histoire, c'est même pas de se demander pour ou contre le nucléaire, etc. Eux, ils partent ce groupe Ethos part du principe que, de toute façon, le nucléaire, c'est là. On n'y peut rien. Le pour ou le contre, c'est pas notre affaire. Bon, bien que de toute façon, il y a suffisamment de pro-nucléaire dans ce petit groupe pour qu'on comprenne bien quels sont les aboutissants de cette histoire. Les intentions ne sont pas si... Les intentions, c'est ça. Et donc, le but, c'est de dire on va aider. Donc, ils font de l'humanitaire hein, quand on les... Oui. À gérer
leur situation et donc à faire en sorte qu'ils sachent se protéger. Donc en évitant de manger des champignons, en évitant, comme je disais tout à l'heure, de se balader sur les hotspots, en évitant d'aller à droite, d'aller à gauche, etc., etc. Alors, bon, il y a un moment où il faut prendre une décision. C'est dangereux ou c'est pas dangereux. Si c'est pas dangereux, inutile effectivement de faire évacuer tout ce monde, puisque ces gens nous disent que c'est l'évacuation qui a broyé le système communautaire et qui engendre toutes les dépressions. C'est pas ça dans les faits. Oui, c'est la radioactivité. C'est le choc et c'est justement le fait qu'on ne les ait pas évacués correctement et qu'on ne leur ait pas permis de déménager. Il ne s'agissait pas de faire du refuge. Je veux dire, c'est hallucinant que 6 ans après, on nous parle encore de cette notion de refuge. C'est plus du refuge. Les gens se sont réinstallés ailleurs. Ils sont partis. 6 ans de vie, c'est pas 3 mois de vie. Donc les enfants, 6 ans, c'est CP, CE1, CE2, CM1, CM2, c'est l'école primaire qui est passée en son entier quand on a des enfants. Donc, il ne s'agit pas d'un refuge. Après 6 ans de vie, de contraindre les gens au retour sur un territoire qui est encore contaminé, c'est d'un poids assez monstrueux, finalement. Donc, le but de tout ça, c'est d'organiser la cogestion citoyenne, cogestion, c'est-à-dire gestion à la fois citoyenne, à la fois administrative, d'une catastrophe, puisqu'on sait pertinemment qu'il y aura d'autres catastrophes. Donc tout ça, après nous avoir vanté les bienfaits de la résilience, etc., etc., le but, c'est donc de nous dire, il faut accepter qu'il puisse y avoir des dangers. Donc, on nous a mêlé gentiment les dangers naturels avec les dangers créés par l'humain, donc le danger du nucléaire, en nous faisant une espèce de mélange comme ça, comme quoi les tremblements de terre seraient aujourd'hui plus dangereux, ou bien les éruptions volcaniques seraient plus dangereuses que les éruptions nucléaires, etc., etc. En tous les cas, il y aurait plus de risques que le risque nucléaire. Alors, ça tombe bien parce qu'ici, on cumule tout. À la fois, on a les séismes, à la fois, on a le risque volcanique, et puis en plus, on nous a mis des centrales nucléaires près des volcans pour ce qui est du sud du Japon. Je pense à la frayeur qu'on a eue l'année dernière avec ce qui s'est passé du côté de Kyushu, où il y avait de fortes chances qu'un nouveau Fukushima ait lieu. Voilà. Alors, pour ce qui est des effets sanitaires, cela dit, ils sont bel et bien là, puisque nous avons eu de nouveau une annonce qui nous a été faite par la commission chargée de surveiller ces effets sanitaires. Donc cette annonce a été rendue publique en février, là au début de ce mois-ci. Et donc cette fois, on en est à 184 enfants de moins de 18 ans opérés d'un cancer de la thyroïde sur un échantillon, sur ce qui n'est qu'un échantillon de 270 000 personnes. La population crie toujours pour demander à ce que les études soient faites sur l'ensemble du territoire. Au contraire, cette commission prévoit, elle, de réduire, ça ne change pas, ces recherches, et voire de les arrêter en nous disant que ça n'est que source de stress, alors que le taux n'est pas si important que cela. Ça, on en revient à mon introduction avec le professeur Jean-Claude Artus qui dit qu'il y a 0 mort à Fukushima. Je voudrais qu'on termine un petit peu, enfin qu'on avance. Je voulais citer une revue qui est
particulièrement intéressante. C'est la revue numéro 201 de décembre 2016 de l'Autorité de sûreté nucléaire. Donc là, on revient en France, qui fait un constat sur ce qui s'est passé à Fukushima, sur la gestion post-accidentelle, enfin voilà. Donc qui reconfirme, je vais juste lire un petit extrait, là, ce que tu disais sur ces dialogues-là, hein, sur ces ateliers qui ont eu lieu pour impliquer la population. Donc, qui est-ce qui dit ça ? C'est monsieur Jacques Lechard, hein, donc c'est sa conclusion. Les dialogues confirment que la radioprotection doit être au service de la réhabilitation des conditions de vie des populations, en mettant l'accent sur la restauration de leur pouvoir d'agir, blablabla. Blablabla. Donc, il confirme bien que la radioprotection, en fait, c'est pas la protection des gens contre la radioactivité, mais que c'est la réhabilitation des conditions de vie. Alors moi, je ne sais pas ce que tu penses de ce mot, mais ça me gêne un peu. Oui, c'est ça. Il se trouve que ce qu'ils organisaient il y a une quinzaine de jours à Hiroshima, c'était pas un dialogue, c'était un programme, parce que c'est extrêmement vicieux. C'est pas du tout une initiative citoyenne comme ça qui s'est montée, loin de là. C'est une planification qui est pensée. Ce sont des gens qui sont payés pour établir ça. Et donc, ils ont monté un programme d'éducation qui s'appelle Phoenix. Et ce programme a pour but notamment de s'ouvrir aux jeunes chercheurs étrangers. Donc, ils ont accueilli des jeunes chercheurs du monde entier. Et donc là, ils ont toujours cette même citoyenne qui est là depuis le début, donc qui nous refait Fukushima à sa sauce, en disant que elle, citoyenne de Fukushima, donc c'est comme si sa voix représentait tout le monde. Les citoyens de Fukushima. Oui. Elle a un porte lourd sur les épaules. Oui. Donc elle était restée et que vraiment il fallait pas abandonner son territoire, etc., etc., etc. Et que ils avaient tout à y gagner, qu'à effectivement continuer à faire en sorte que les choses fonctionnent, puisque selon eux, c'est donc le refuge, la catastrophe. Donc, il faut que les gens apprennent à décontaminer si nécessaire. Donc, on a vu l'immersion, ça c'est pas chez eux que je l'ai vu, mais il devait pas être bien loin, de workshops dans les écoles primaires pour apprendre les enfants à faire des filtres pour décontaminer la terre. Il y a un énorme centre qui a été bâti à Fukushima d'éducation justement sur la décontamination, où on apprend, il y a un tas d'ateliers où on apprend aux gens à décontaminer. Donc le but de toutes ces organisations, c'est de faire passer le message à ces jeunes chercheurs du monde entier pour leur dire, voilà, la situation est comme ça, on peut avoir des accidents, ça arrive partout, comme quand vous conduisez une voiture, etc. Et donc il faut apprendre à gérer les conséquences de cette catastrophe, mais ça se fait très bien. Regardez, les habitants ici sont tout à fait heureux de le faire et qu'on les aide. Oui. C'est ça, et ils dansent, ils chantent et ils mangent et tout va bien. Voilà. Et c'est le monde merveilleux. D'accord. Voilà. C'est ce qu'on nous prépare en France. Hein. C'est ce qu'on nous prépare en France. Il y a le fameux plan qui s'appelle le Codirpa, qui est dans les tiroirs depuis très 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 longtemps. Et je vais reciter, parce que cette revue Contrôle de l'autorité de sûreté nucléaire, c'est le gendarme du nucléaire en France. Hein. Et donc, il y a un petit article de monsieur Delmestre, qui est directeur général adjoint de l'autorité de sûreté nucléaire, hein, donc celui qui est censé nous protéger, hein, et qui s'intitule « Au-delà de la distribution d'iode, développer une culture du risque nucléaire au sein de la population ». Alors, c'est exactement ce que tu étais en train de décrire, là. Et on y apprend des choses très intéressantes, parce que la personne qui pose... Qu'entendez-vous par culture du risque nucléaire ? Et monsieur Alain Delmestre répond : le citoyen est le premier responsable de sa sécurité, et il n'est
et il n'est pas de gestion de crise efficace sans son implication. Un peu plus loin. Le citoyen est au cœur de cette démarche, car en dernier ressort, face au risque, c'est à lui d'agir pour se protéger, selon l'analyse qu'il fait de la situation, de l'information reçue, de la crédibilité des prescripteurs et de son niveau de préparation. J'ai envie de dire, ça veut dire démerdez-vous. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire qu'on rend responsables les victimes d'une catastrophe. C'est quand même, ça va loin. Ça va très très loin, ça. C'est-à-dire qu'on t'impose un danger, tu es dans l'impossibilité complète de refuser, parce que personne ne te demandait. Mais en fait, c'est ta responsabilité, en fin de compte, de te protéger de ce danger qu'on t'a imposé. Mais ça, c'est un truc à rendre les gens fous, quoi. Donc, économiquement, c'est tout bon. Ah oui. C'est-à-dire que ce qui coûtait cher dans la gestion des catastrophes, c'est justement d'avoir à réfugier les personnes et d'avoir à les protéger de façon diverse et variée. Donc, en reportant tout ça sur les citoyens et en leur donnant l'éducation pour qu'ils puissent se protéger eux-mêmes, eh bien finalement l'État, en plus, ou l'État ou bien les entreprises gestionnaires n'auront plus à assumer ce coût. Voilà, c'est QFD. C'est le but de l'histoire. C'est QFD. Et le nucléaire peut continuer tranquillement, puisque de toute façon, au final, ce sera de ta faute. Voilà, exactement. Donc, juste une petite annonce. Oui, vas-y. Pour finir, oui. Il y a un texte de recommandation qui va être publié le mois prochain dans une revue qui s'appelle Kagaku, qui est signé par de nombreux épidémiologues, donc ils savent de quoi ils parlent. Je recherche le texte en même temps que je parle, donc je prends un peu de temps, je suis désolée. Bon, c'est pas très, très grave, dont Kees Baverstock, qui est un ancien de WHO et qui est épidémiologue à l'Université de Finlande notamment, mais également Matthews, également Sébastien Pöckfeil, des gens de Suisse, d'Allemagne, etc., tous spécialistes en la question, qui ont fait un texte de recommandation pour essayer de vraiment faire tomber cette histoire des 100 millisieverts qui, je le répète, est épidémiologiquement une aberration. Et il ne faut absolument pas que ce point-là passe parce que c'est la porte ouverte à tous les dangers. Et donc, s'il y a un point sur lequel il faut qu'on se concentre maintenant, me semble-t-il, c'est cette histoire de normes qui ne peut pas exister, puisque on a démontré que à partir du moment où le taux de radioactivité augmentait, simultanément, les conséquences sanitaires croissent. Donc il faut arrêter de vouloir une norme de protection, ça n'existe pas. Et il faut bien se dire qu'a priori, à chaque fois qu'une norme sera fixée, ce sera certainement pas en faveur des citoyens. Oui, et le travail de propagande qui est accompli sur tous les méfaits sanitaires des faibles doses de radioactivité, il est constant et on en parle très très souvent ici dans cette émission et Yves Lenoir a fait un bouquin excellent, on l'a invité à plusieurs reprises sur toute l'histoire de la radioprotection et comment les normes ont été construites, évidemment pour faire plaisir à l'industrie et non pas pour protéger les gens. Ça c'est voilà. Et même 20 millisieverts, même 1 millisievert, l'histoire c'est qu'il faut arrêter le nucléaire, vraiment. Je ne sais pas ce que tu en penses. C'est nécessaire. C'est plus que nécessaire. C'est la moindre des choses. Dernier petit point, parce qu'on n'en a pas parlé en France. Oui. 26 novembre 2016, on a eu de nouveau un séisme de force 7 au même endroit à Fukushima. Oui. Et il se trouve il était 5 heures du matin. Pendant 1 heure et demie, le système de refroidissement de la centrale d'Aini,
Donc, il y a 2 centrales nucléaires à Fukushima, donc c'était la 2e centrale. Le système de refroidissement s'est arrêté pendant 1h30. Rien n'est réglé. La même chose peut se repasser demain. C'est manifeste. Les systèmes de sécurité ne sont absolument pas meilleurs que ce qu'ils n'étaient. Donc il n'y a aucune espérance à avoir sur un nucléaire sécure puisque ça n'existe pas. Nous sommes d'accord. On ne peut pas faire. Nous sommes d'accord. Bien, on va s'arrêter là. Je suis obligée de rire un peu, mais c'est nerveux. Hein. C'est pas parce que je trouve le sujet drôle, mais il y a un moment où on peut plus prendre toute cette propagande. C'est vraiment insupportable. Hein. On se disait que se taper la tête contre les murs, c'était compliqué au bout d'un moment. Donc on était sur Radio Galère. C'était la demi-heure radioactive. On était en direct depuis le Japon avec Cécile Zanuma-Brice. Qui est chercheur, c'est moi qui ai perdu mon papier, mais tu vas nous dire, chercheur. Associé au Centre de recherche de la Maison franco-japonaise et directeur adjoint du bureau Asie du Nord au CNRS. Voilà, Cécile, on te remercie beaucoup. Ce sera notre contribution à la contre-propagande médiatique qui va avoir lieu à l'occasion de l'anniversaire, entre guillemets, de la catastrophe de Fukushima. Et il va falloir ne pas s'énerver. Oui, mais on n'a plus beaucoup le droit de parler, donc voilà. On n'a plus l'occasion de s'énerver non plus. Voilà. Bon, je te remercie. Bon courage à tout le monde. Merci à Sidi à la technique. Et puis, vous pouvez retrouver toutes les émissions depuis 2011 sur notre chaîne YouTube Collectif Antinucléaire 13. Voilà. Bien, merci beaucoup. Mais de rien, à bientôt. À bientôt.